Salut à tous, c'est Sulip Effecten, j'espère que vous allez bien, on se retrouve enfin. Et oui, enfin, une semaine après. Hein? Mieux vaut tard que jamais, pour la review de Clash of Champions 2019, que vous avez sans doute tous vu. Donc, on va peut-être pas non plus en faire des tonnes, on va aller dans le vif du sujet, pour que je vous donne un peu mes impressions sur ce pay-per-view. A-t-il été à la hauteur? Vous allez le savoir d'ici quelques instants. On va aller tout de suite donc dans le kick-off. On ne savait pas encore ce que ça allait être. Et puis sans surprise, le match Cruiserweight, c'est vraiment tout le temps la même chose. Le triple threat match entre Lince Dorado, Drew Gulak et Humberto Carrillo. Match de 10 minutes. Comme vous le savez, 10 minutes, tarif Cruiserweight. Et Gulak conserve son titre en balançant Carrillo contre le poteau alors qu'il venait de faire le pin sur Dorado après un Aztec Press, et Gulak fait alors le pin sur Dorado avec un petit bridge, alors que Dorado en plus n'avait pas bien les épaules au sol. Du coup l'arbitre est obligé de le dire à Gulak, donc en plus le tombé se fait en deux temps. Bon, ça fait un peu un finish un peu dégueulasse et un peu pourrave, pas très impactant, même pas de Cyclone Clash, donc c'est un peu dommage. Donc un petit pin de merde. Voilà, un bon match quand même, court, mais avec ce qu'il faut pour hyper public, le chauffer. 3 étoiles, j'ai noté ce match. Un peu trop chorégraphié à mon goût quand même, il faut le dire. Voilà, les spots étaient quand même bien travaillés, bien chorégraphiés, ça se voit. Maintenant, ce que je trouve bizarre, c'est que bon, Gulak donc gagne, c'est pas une surprise, mais j'avais un tout petit doute avec Dorado par rapport à l'affaire métallique qui l'avait agressé, Daivari qui poussait un peu Dorado à quitter la Lucha House Party et à devenir un peu heel finalement. Et puis finalement, j'ai l'impression que la storyline est oubliée. Bon, la grande spécialité de la WWE, on commence à construire quelque chose et puis sans raison apparente, on l'oublie, on le démolit, on casse tout quoi. Donc l'agression métallique, on oublie quoi. Ça n'a jamais existé. Daivari qui essaye de faire plonger Dorado du côté sombre, ça a été oublié aussi, bref. Donc y a rien quoi, il a été là pour prendre le pin Dorado, ce qui n'était pas une surprise au final. Donc voilà, conservation pour Gulak, qui visiblement va avoir comme prochain adversaire Lio Rush, qui a fait son grand retour par surprise lors du premier NXT live cette semaine, from out of nowhere, Lio Rush, qui a battu, c'est aussi un peu une surprise quand même, Oni Lorcan, qui avait pourtant Lio Rush avait pourtant bien subi le match, mais il a gagné avec un frog splash. Donc c'est du coup ça plante un peu le premier clou vers sur le cercueil de 205 Live, parce que là on a commencé à avoir des matchs de Cruiserweight, et donc pour être un challenger numéro 1 en plus dans NXT, dans un épisode de NXT, ça pue pour 205, on s'en doute, voilà, ils sont sur la fin de vie, à mon avis ils vont pas passer l'hiver, et peut-être même qu'ils ne passeront pas à l'automne, c'est triste, mais ça n'intéresse personne, il faut le dire, ça n'intéresse personne, et donc ça va se noyer dans la masse, et ça va rentrer dans NXT quoi. Donc ça va faire beaucoup de monde NXT, je sais pas comment ils vont faire, mais c'est que ça maintenant. 205 Live, ça va être terminé, et donc Gulak qui sera peut-être même le dernier champion de l'histoire de 205 Live. Match suivant. Alors là, je dis match suivant puisque c'est déjà, il y a bien un match. J'étais très étonné, puisque en général dans un pay-per-view mineur, il y a un seul match en kick-off, un seul. Et là, non seulement ils en ont placé un deuxième, mais en plus ce deuxième match est absolument imprévisible. Ce n'est pas le tag team féminin, c'est carrément le Alexander AJ Styles pour le titre US. Vous avez bien entendu, AJ Styles en kick-off, le titre US en kick-off. Ok, on l'avait déjà vu en Arabie Saoudite, le titre US en kick-off. Mais putain, Clash of Champions, merde! C'est le show où tous les titres sont en jeu. Vous mettez-moi les titres principaux sur la carte principale. Et pourquoi vous nous mettez les titres féminins par équipe dont tout le monde se fout en pay-per-view, dans le show principal? Non! Non! AJ Styles Alexander, c'était un potentiel show stealer ce match. Forcément un show stealer en puissance. Et vous nous le balancez là. Alors que quand tu regardes l'heure qu'il est, il reste grosso modo 10 minutes de show. Donc on se doute qu'en plus le match il va être court. Non! Non! Ça c'est le gros coup de gueule de la soirée. Non, le titre US, on le fout pas là.
On ne le fout pas à cette place de merde. Non, c'est pas possible quoi. Donc AJ il arrive avec The aussi, mais en fait bon AJ quand même il reste sport, il les dégage tout de suite, hein, il dit non, je vais faire ça tout seul, hein, en grand bonhomme que je suis. Donc il dégage tout de suite, au moins ça règle le problème, pas d'intervention de The aussi, au moins ça va être clean. Et puis du coup bah le match dure 5 minutes. 5 minutes et donc victoire victoire d'AJ Styles quoi, puisque Alexander n'aura quasiment rien fait, AJ Styles n'aura quasiment pas été inquiété dans ce match, lui qui est pourtant le régional de l'étape, hein, il faut le rappeler aussi Alexander, et il vient de Charlotte, donc en plus il avait toutes les raisons d'avoir une belle exposition et d'être en carte principale, comme Charlotte justement, et non, Alexander on le relègue en kick-off, le régional de l'étape, non, lui qui arborait en plus des couleurs qui rappelaient pas mal l'équipe des Charlotte Hornets, hein, d'ailleurs, je pense que c'était fait exprès. Bref, voilà. Et pourtant Alexander il avait bien démarré, hein, Michinoku Driver dès le début du match, bouf, le tombé, enfin voilà, ça foutait l'ambiance là, le public en feu. Et non, ça n'a pas suffi quoi. Et puis on a un Skull Crushing un Styles Clash à l'extérieur, porté par AJ. Et puis plus tard il le ramène dans le ring et puis Phenomenal Forearm. Et puis tranquillou, il place son adversaire pour un deuxième Styles Clash et pour la victoire en 5 minutes. C'est tout. Et après, The aussi se ramène. On tabasse Alexander à 3. Pourquoi tant de haine envers Alexander? On sait pas. On n'a toujours pas compris pourquoi ils s'en prenaient à lui, hein, mais c'est pas grave. Du 3 contre 1. Pas d'aide extérieure. Il y a eu Raw. Bon bah il s'est pointé avec The Viking Raiders pour affronter The aussi, mais il n'y a pas d'amis pour l'instant, il n'y a pas d'amis véritables, il n'y a pas de tag team peut-être potentiel pour l'avenir avec Alexander, avec Rey Mysterio, avec Ricochet, voire Braun Strowman, on sait pas pour l'instant. Et puis finalement, on a vu que finalement, il s'était pris malheureusement, le Styles Clash que je voulais voir, le Super Styles Clash qu'on a pu voir à SummerSlam, qu'on a pu voir à Extreme Rules. Il a porté 2 Styles Clash, mais normaux quoi. Il a pas porté un Styles Clash de la 3ème corde, ou en avant, en arrière, en reculons, enfin comme de n'importe quelle façon. Il l'a fait, le plus le Super Styles Clash à Raw. Il l'a fait et ils l'ont pas fait à Clash of Champions, les enfoirés. Ils l'ont pas fait. Et donc, rien, c'est terminé. Alexander, c'est terminé. Voilà. La feud avec The aussi, c'est terminé. Enfin, il se fait encore balayer par Styles à Raw. Donc c'est terminé quoi. Donc on attend le futur adversaire à Hell in a Cell, peut-être Braun Strowman, peut-être Ricochet ou peut-être Rey Mysterio. Hein. Je vois que l'un de ces trois là. Hein. Surtout que Rey Mysterio il est un peu sur une espèce de route vers la rédemption. Voilà, j'étais au dos de la retraite, là je commence à remonter la pente petit à petit. Et c'est peut-être pour ça, voir le titre universel, mais bon, ça me paraît peut-être un peu exagéré, mais on sait jamais. Mais sinon. Peut-être que ça prépare un truc pour Rey Mysterio. Voilà, on verra bien hein, pour AJ. Mais voilà, c'était une victoire nécessaire pour The aussi. En tout cas, enfin, si on AJ Styles, mais même The aussi, qui avait besoin de redonner, d'avoir un peu de lustre, hein, parce qu'ils ont quand même pris cher hein, ces derniers temps, notamment le stunner là, avec Stone Cold. Donc voilà, le match, compétitif, si je puis dire. Enfin, non, même pas compétitif. Mais j'attendais un match compétitif, et on l'a pas eu justement. J'en attendais un match bien plus long que ça, bien sûr. J'attendais un 12, 13, 14, 15 minutes. Mais rien de tout cela. Donc 2 étoiles pour cette merde. 2 étoiles pour cette merde. Allez, on passe tout de suite au show principal avec un opener que j'avais prédit. Je prédisais l'un des 2 tag team ou alors le titre US, qui finalement ça n'a pas eu lieu. Et c'est bien un tag team puisque c'est le match tag team de Raw, hein, entre Seth Rollins et Braun Strowman et Rude et Ziggler, puisqu'en plus comme les deux s'affrontent plus tard, Rollins et Braun, on pouvait se douter qu'ils allaient avoir pas mal de temps entre les deux, donc voilà, le mettre en opener ça avait du sens, finalement victoire sans surprise de Rudolph grâce à un Glorious DDT de Rude sur Rollins dans un match de 10 minutes, alors que Braun avait porté un coup de bélier hein, sur Rude, qui s'apprêtait à porter justement son Glorious DDT, mais en portant ce coup de bélier, Rude bouscule ensuite Rollins dans le coin, hein, façon coup de billard, petit coup de billard français. Du coup, Rollins il est KO, Braun fonce sur Dolph Ziggler qui tire la corde, et du coup Braun passe par-dessus la 3e corde, et nouveau champion donc sans surprise avec ce Glorious DDT dans la foulée sur Rollins, donc qui était un peu KO.
à cause de Braun, mais de façon involontaire. Nouveau champion sans surprise. Bon, j'aurais aimé un petit peu plus de qu'il fasse ça de façon plus nette, hein, le côté un peu mésentente, hein, coup malencontreux. J'aurais aimé que ce soit un peu plus net que ça, parce que là ils ont fait le coup de billard. Du coup, ça donne l'impression que c'est, bah, du coup, oui, que c'est involontaire. J'aurais préféré. Disons que ça permet de pas faire de heel turn, heureusement, ils n'ont pas fait de tourner heel Braun, donc ils l'ont joué comme ça, pourquoi pas. Bon, bref, mais ça donne pas assez de hit. J'aurais aimé quelque chose qui donne un petit peu plus de hit, parce que derrière, ben, Rollins ne réagit pas. Bon, bah, il est un peu KO, mais il réagit pas. Braun se casse. Voilà, c'est pas de la tension, quoi. C'est juste, c'est pas bon. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de tension dans un peu plus de, ouais, je sais pas, que les deux se repoussent après le match. Voilà, que ça monte en puissance, voir que 2-3 coups échangés. Voilà, là, ça te donne un peu plus de hype. Là, bon, bah, le gars il se casse, quoi. Voilà. Et puis bon, bah, sans surprise, hein, puisque je vois pas petit changement de titre sans surprise, parce que je vois pas pourquoi on créerait cette équipe, qu'on montrait cette équipe de toutes pièces entre Roode et Ziggler, si c'était pas pour leur donner les titres. Et puis on savait que ça allait être temporaire cette équipe entre Braun et Rollins, hein, c'était juste pour avoir un peu ce côté inédit avec les deux qui s'affrontent alors qu'ils défendaient leur titre par équipe juste avant dans la soirée. C'était juste pour ça. Et puis donc Braun qui quitte le ring déçu, hein, Rollins qui reste tout seul, pas de trahison. Le match tag team il est correct, mais c'est très classique, hein, c'est un match d'euro quoi, pas trop chiant. On a largement eu mieux dans le passé, donc je donne un 2-3 quarts, 2 étoiles 3 quarts. Et puis bon, juste après, petite interview avec Charlie Caruso de Braun Strowman, qui dira qu'il a pas perdu lui-même, hein, il a pas perdu lui-même, mais que c'est Rollins qui a perdu, tout comme il perdra le titre universel plus tard dans la soirée, et que Rollins continuera sa losing streak when he gets this hands. Voilà, ça donne un peu, voilà, de hype pour le match de plus tard. Au moins donc pas de turn, et c'est tant mieux comme ça. Et c'est tout, hein, parce que voilà, bon, bah, pas de surprise donc pour ce match. Voilà, opener honnête, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Match suivant, Bayley contre Charlotte pour le titre féminin de SmackDown. Bon accueil pour Charlotte, hein, évidemment, dans sa ville. Wouh, wouh, forcément. Bayley, alors je comprends pas, qui arrive toujours avec une entrée de babyface, avec ses bonhommes de couleur. Ok, ça n'a aucun sens. Le match, bah alors ça a été vite fait, hein, 4 minutes, 4 petites minutes. Charlotte qui domine Bayley dans les grandes largeurs, en s'attaquant notamment à sa jambe. Mais Bayley, à un moment donné, bah, elle est un peu en difficulté. Elle est proche du premier coin là, du premier turnbuckle. Elle retire la protection du bas donc, pendant que l'arbitre est occupé avec Charlotte. Et du coup, hop, projection sur le coin, sans protection, hein, donc, de Bayley sur Charlotte. Et victoire de Bayley qui s'enfuit tout de suite avec la ceinture, ce qui permet du coup bah, forcément un rematch à Hell in a Cell, hein, probablement, vu que le fin est quand même pas clean. Et donc, comme je l'avais prédit, hein, je l'avais dit dans ma vidéo pronostic, alors j'avais parlé de pieds dans les cordes, j'avais parlé de coups de ceinture, d'aveuglement, et bien finalement, protection retirée. Voilà, je l'avais pas cité cette possibilité, mais ça pouvait en être une autre. Mais dans l'esprit, j'avais raison. Victoire en heel, c'était ce qu'il fallait faire. Hein, c'était la bonne solution, je pense, pour appuyer son turn, qui était d'un simili-turn. Mais c'est bien d'appuyer le truc et de faire monter d'un cran son personnage à Bayley, qui pour l'instant est face, mais elle est pas vraiment heel pour l'instant. Donc victoire un peu en opportuniste, voilà. Il faut continuer à monter là-dessus, et donc il n'y aura pas de surprise par rapport à cette fin de match. Même pas eu besoin de Sasha Banks, hein, d'ailleurs, même pas eu besoin, hein, alors que les deux matchs, je les voyais liés. Et puis finalement, bon, bah, ils ont fait ça tranquillement, hein, en une contre une. Mais je pensais vraiment pas avoir un match aussi court. Ça, c'est la surprise. Même s'il faut forcément des matchs courts dans une carte, avec une carte aussi dense. J'ai pas trop compris aussi pourquoi Charlotte, sur le principe, hein, ne montre pas à l'arbitre la protection qui avait été retirée, histoire de montrer quand même qu'il y a eu tricherie, parce que on voit bien la protection qui est retirée. Elle dit pas, bah, regarde l'arbitre, regarde, c'est quoi ça, protection retirée. Bah montre ça, enfin, je sais pas, essaye d'être logique un peu là-dedans. Alors certes, c'est fair play de pas l'avoir fait, mais c'est juste illogique. Pour moi, c'est illogique. La note, 1 étoile 25. Un quart pour ce match, c'est de la merde en boîte. C'est de la merde en boîte, tout simplement. Hein. Ça permet juste de prolonger le truc pour Hell in a Cell. Voilà. Peut-être qu'on aura un match no DQ, je ne sais pas. La match dans la cage, a priori on l'aura pas, puisqu'on en parlera plus tard, il y en a déjà 2 qui sont bookés.
Donc ce sera pas dans la cage, ça risque d'être un match soit simple, soit avec une stipu, on verra bien. En tout cas, ça va continuer entre les deux femmes. Match suivant, New Day contre Revival. Donc pour les titres de tag team de SmackDown, match de 10 minutes à nouveau, hein, il y a beaucoup de matchs de 10 minutes. Hein. Woods qui est longtemps sonné à l'extérieur après avoir été projeté contre les Steel Steps par Dawson. Du coup, on est sur du 2 contre 1 hein, sur Big E pendant un long moment, jusqu'au hot tag de Woods qui entre finalement sur le ring, mais qui prend un coup à son genou blessé hein, durant un weekly, on s'en souvient de ce genou blessé. Big E qui prend un Shadow Machine à l'extérieur par les Revival. On est cette fois-ci à 2 contre 1 sur Woods, et Woods prend cher à son genou gauche, hein, qui avait d'ailleurs une protection hein, sur celui-ci. Shadow Machine sur Woods, à ce moment-là, on croit que c'est terminé, mais les Revival prennent leur temps avant de faire le pin. À ce moment-là, on croit qu'ils vont se faire arnaquer, hein, Revival, parce que ça paraît trop facile. Ils retirent ensuite la protection justement au genou de Woods, son legging est même déchiré. Et à ce moment-là, Dawson porte un knee bar sur Woods, pendant que Wilder le provoque là, en face de lui, et le regarde. Et puis finalement, Woods n'en peut plus et il abandonne. Et Revival, finalement, deviennent les nouveaux champions. Un peu une surprise, puisque c'est l'une de mes rares erreurs de pronostic, hein, puisqu'au final, je crois que je vais en avoir fait 9 sur 11 de bons pronostics, et seulement 2 erreurs, puisque j'avais donné d'abord la conservation par les New Day, parce que je voyais d'abord l'intégralité des New Day conservés, et qu'ensuite, on ait un match entre les 3 et le FTRKO dans un Hell in a Cell match, dans un Winner's Take All. C'était un peu c'était mon fantasy booking. Mais par contre, je donnais les Revival et Orton gagner les titres dans Hell in a Cell. Là, ils ont avancé le truc. Les Revival sont déjà champions. Mais comme je vous le disais, c'était pas parce que Revival n'était pas à SmackDown qu'ils ne gagneraient pas les titres. Ça a du sens aussi. J'étais très hésitant sur ce match, mais qu'ils gagnent le titre, ça avait du sens aussi, puisque de toute façon, comme je vous disais, Revival vont sûrement aller à SmackDown, vu la pénurie de tag team à SmackDown, justement, et puis on annonce la draft, donc on n'a pas de tag team heel. Et à l'époque, quand il y avait les Usos qui étaient partis dans le dernier shake-up à Raw, je ne comprenais pas pourquoi les Revival ne faisaient pas le chassé croisé et ne partaient pas à SmackDown. Donc déjà à l'époque je trouvais ça bizarre. C'était je pense juste pour qu'il y ait une petite rivalité entre les Usos et Revival. Mais sinon sur le principe je comprenais pas pourquoi il y avait pas eu là un échange. Mais donc le rematch, à Hell in a Cell, c'est plausible avec les New Day hein, et les Revival à voir. Maintenant ça semble un peu terminé là entre les New Day, Revival et Orton et Kofi, enfin on en reparlera après. Donc c'est pas sûr qu'il y ait un rematch. Par contre on voit les Heavy Machinery, bon ils battent que des jobbers, c'est peut-être l'équipe qui va suivre pour les Revival. On verra bien. En tout cas, à noter que les Revival auront été pour la première équipe hein, dans son intégralité, hein, la première équipe à devenir Triple Crown Champion, c'est-à-dire champion d'Euro, champion de SmackDown et champion de NXT. Hein, donc les 3 titres majeurs pour une seule et même équipe, puisque individuellement, on est d'accord, c'est déjà arrivé avec Jordan et Gable. Ils ont été champions avec les American Alpha de SmackDown. Ils ont été champions aussi à NXT, mais ils n'ont jamais été champions d'Euro. Tous les deux. Ils l'ont été séparément. Jordan l'avait été avec Rollins, Gable l'avait été avec Roode, mais jamais ensemble. Donc ils n'ont pas été Triple Crown Champions. Tag Team. Voilà pour la parenthèse. Et du coup, le rematch, on verra bien hein, s'il va avoir lieu ou pas. Et après le match, on a une promo heel des Revival post-match, donc qui annonce la victoire d'Orton, qui va éteindre la flamme que Kofi avait allumée à WrestleMania. It will be a new day. Yes, it will. Donc voilà comment ça se passe. Bon petit match, sinon, bon petit match tag team, hein, avec 2 bonnes équipes, on le sait. Hein, et un booking que j'ai trouvé sympa et intéressant et original, puisque on a vraiment une domination qui est quasi totale des Revival. Donc on revient quand même sur le fait que les deux étaient diminués, hein, Big E et Woods, notamment Woods avec son genou. Et malgré la perte de temps, hein, après le Shadow Machine, on croyait que c'était terminé, on aurait pu croire qu'ils allaient se faire enfler. Ben non, ils ont changé leur fusil d'épaule, ils ont continué leur maltraitance sur le genou de Woods pour l'abandon. C'est plutôt intéressant, hein, original, et j'ai bien aimé cette fin de match. Pas de victoire en hold-up de la part des New Day, hein, qui aura pu gagner contre toute attente malgré la blessure. Et ça c'est bien.
Et c'est plutôt pas mal bien dans l'esprit. Un bon match tag team, voilà. Bon match tag team. Un peu meilleur que le match d'Euro. Je lui ai donné la note de 3 étoiles 25. Un bon 3 quarts, 3,25 qui se vaut. Donc c'est l'un des meilleurs matchs de la soirée, il faut le dire d'ailleurs. Match suivant, notre match tag team dans un autre genre entre Fire and Desire et Bliss et Cross. Match de 9 minutes, donc on reste encore autour des 10 minutes avec un nouveau thème remixé donc pour les Fire and Desire absolument dégueulasse. Un mélange des deux là, de Devil et Heroes. Dégueulasse. À noter qu'avant le match, Bliss avait indiqué à tout le monde que Truth était présent alors qu'il se cachait avec une micro-perche. Avec Carmella d'ailleurs qui avait fait son grand retour, là on la voyait plus Carmella. Tous les catcheurs donc lui ont alors couru après, notamment Maverick qui était assez essoufflé. Donc on avait une Bliss là qui était un peu bitch là sur le coup, en prévenant tout le monde. Truth arrive alors, donc un peu plus tard dans le match, on est sur le ring. Truth arrive sur le ring en plein match, suivi par d'autres lutteurs, et Bliss tente même le pin sur Truth, mais kick out de Truth. D'ailleurs ça aurait pu être drôle hein, si Bliss avait pris le titre 24/7. C'est ce que je me suis dit après. Si elle avait pris le titre là, à Truth, et que derrière, si Rose ou Devil avaient fait le pin sur Bliss derrière, elles auraient gagné quel titre au juste? Elles auraient gagné le titre 24/7 ou le titre par équipe? Ça c'est une bonne question, tiens. Heureusement, la question ne s'est pas posée, mais ça aurait été une idée de booking originale, je trouve. Ça m'est arrivé plus tard cette idée. Et ensuite, bon bah voilà, Truth fait vite le pin de Bliss, il s'enfuit avec Carmella sur ses épaules et puis poursuivi par d'autres lutteurs. Voilà, c'était terminé pour les 24/7, on n'en aura pas plus vu dans la soirée. D'ailleurs un peu décevant puisque finalement pas de changement de titre au niveau du titre 24/7. Fire and Desire parviennent même à faire leur finisher hein, avec le gros coup de genou de Rose sur Bliss, mais Cross brise le pin, neckbreaker finalement de Cross porté de la troisième corde sur Mandy Rose et donc conservation des championnes comme je l'avais pronostiqué, même si j'avais eu des doutes, il faut le reconnaître, puisque effectivement avec une victoire de Bliss et Cross, bah il n'y a plus d'équipe derrière, il n'y a plus de challengers, parce qu'elles ont battu tout le monde. C'était ça mon doute, c'était pour ça que j'avais un doute. Alors qu'en changeant de titre, tu pouvais remettre les Kabuki Warriors dans le game, tu pouvais remettre d'autres équipes, et là, je sais pas comment ils vont faire. Hein. Alors j'avais pronostiqué un Bayley Banks, hein, si elle voulait prendre toutes les ceintures, ça pourrait être une piste. Mais c'est possible, puisqu'elles les ont battues à Raw, elles les ont battues clean, et puis ça a conduit derrière, après une échauffourée avec les 4 Horsewomen, mais en tout cas, dans l'histoire, Sasha Banks a réussi à apporter un bank statement sur Nikki Cross, si je ne m'abuse, et donc du coup elles ont gagné, hein. Elles ont gagné, donc elles vont peut-être avoir leur match de championnat et elles vont peut-être avoir toutes les ceintures, comme je l'avais dit, hein. Mon pronostic, finalement, mon fantasy booking va peut-être avoir lieu. Hein. En ce qui concerne le match, ça va pas folichon, hein. C'est un match tag team féminin. Voilà, correctas, sans plus. 2 étoiles 25. 2 étoiles 25. Un booking au moins qui a le mérite de mettre Cross en valeur, hein, en mode taulière. Que c'est souvent elle qui sauve la maison, hein, qui sauve le cul d'Alexa Bliss, hein, il faut le reconnaître. Hein. Regardez, hein. Et encore une fois, quand Bliss se blesse là à Raw, enfin en tout cas elle vend une blessure et qu'elle est obligée de quitter le ring, qu'elle se retrouve à 2 contre 1 sur Bayley Banks, pardon. Elle fait une belle prestation, hein, Nikki Cross. Hein. Elle résiste bien. Hein. Elle finit par perdre, c'est logique, hein, quand même à 2 contre 1, mais elle se débrouille bien. Hein. Donc elle est quand même bien mise en valeur, Nikki Cross, à ce niveau-là. Hein. Il faut le reconnaître. Mais le match, Osef, hein. C'est Osef total. Et à part Bayley Banks, du coup, je sais pas comment ils vont faire, s'il y a pas, parce qu'il n'y a pas d'autres tag team derrière. Match suivant, le Miz contre Nakamura pour le titre intercontinental. Je vous le donne en 10 minutes. 10 minutes à nouveau. 10 minutes, tarif de la soirée. Sami Zayn qui arrive bien sûr pour présenter Nakamura avec une Minerve suite au Choc Slam qu'il avait reçu des mains de Taker. Il fait une promo heel, hein, en rappelant ce qu'avait fait le Taker. Il présente alors Nakamura, donc qui arrive avec une cape rouge. Pourquoi? Je ne sais pas. Hein, Super Nakamura, je ne sais pas pourquoi. Zayn qui troll alors dès le début du match, hein, en gueulant au micro pendant le match et en parlant de ce que Carolina avait fait jeudi dernier, hein, en football américain, puisqu'effectivement Carolina avait perdu contre les Buccaneers de Tampa Bay, hein, ça c'est pour la petite anecdote.
Donc ça avait bien fait rager le public, hein, c'est classique, hein, c'est ce que fait souvent Elias. Le micro de Zayn est finalement coupé, et le Miz arrive même à le lui prendre des mains et à le balancer très très loin. Kinshasa ensuite esquivé par le Miz. Le Miz qui attaque alors la jambe de Nakamura, suivi d'un figure four, mais Nakamura prend la corde. Nakamura prend la corde, Zayn prend le pied du Miz alors qu'il se projetait. Du coup Nakamura rentre dans le Miz avec un gros coup de genou, mais dégagement du Miz. Skull Crushing Finale réussi par le Miz, alors qu'un Nakamura se projetait pour un Kinshasa. Mais Sami Zayn distrait l'arbitre, du coup le public hue, Miz poursuit alors Sami Zayn, et Nakamura le surprend avec un gros kick. Du coup il remonte le Miz sur le ring, et Nakamura achève le Miz avec un Kinshasa. Victoire absolument logique de Nakamura. Zayn aura joué comme prévu son rôle de trublion. Miz contre Zayn à Hell in a Cell, peut-être, hein, ça peut peut-être se régler là cette histoire. Le match est moyen au final, hein, que c'est un match que en plus Sami Zayn aura pas mal parasité. Match noté 2 étoiles et demie, hein, c'est encore un match de niveau weekly quoi. Et puis ça me paraissait logique qu'il conserve, puisque avec Nakamura champion, il y a beaucoup plus de possibilités en face derrière. Il y a Aleister Black, il y a Buddy Murphy qui est plus ou moins face, donc on peut le mettre aussi. Il y a Mustafa Ali, qui malheureusement d'ailleurs a perdu hein, à SmackDown face à lui, mais c'est pas fini je pense avec Ali. Et pourquoi pas Taker, hein, ce qui expliquerait aussi le segment avec Zayn, qui a d'ailleurs été remontré avant le match, hein, le segment entre Taker et Zayn. Peut-être que Taker pourrait revenir dans le game face à Nakamura, ce serait une grosse surprise, mais bon, j'y crois pas trop. Il y a quand même de quoi faire dans le roster actuel de SmackDown. Donc match très Joseph au final. Voilà, c'est pathétique. Match suivant, gros match, donc Banks contre Becky Lynch. Donc là, évidemment, avec tous les matchs qui étaient relativement courts en début de show, là, on va commencer à avoir des matchs beaucoup plus longs. 20 minutes de match. On aura finalement vu le Banks Statement, mais Becky Lynch qui s'en dégage, et puis on a vu le Disarmer, mais Banks trouve la corde, donc petit échange là de finisher là. Match disputé, hein, match très disputé entre les deux filles, le suspense est total. Il y a un nouveau Banks Statement porté par Banks, le public est en feu, Becky arrive à aller près des cordes, Banks roule alors à l'extérieur, et a l'idée à ce moment là de prendre une chaise qu'elle ramène dans le ring. Elle va même en prendre une autre dessous le ring, et du coup elle frappe Lynch avec, pendant que l'arbitre avait dégagé la première chaise. Du coup l'arbitre ne voit rien, donc c'est vraiment une technique à la Guerrero, hein, Guerrero style, hein, on sait très bien que c'est une fan, hein, Banks de Guerrero, donc elle utilise sa technique. Du coup, gros coup de genou de Banks sur Lynch dans la foulée, mais kick out, Banks prend encore une chaise, l'arbitre la retire des mains, cette fois-ci de Banks, Lynch du coup la récupère, et frappe par inadvertance l'arbitre sur le dos, sur le bras hein, de l'arbitre, qui fait dodo. Là à ce moment-là, on a un gros bum d'arbitre et un arbitre qui fait dodo. Ça va être le passage un peu dégueulasse du match, le passage vraiment moche du match. Ensuite donc on a Becky qui frappe alors Banks avec la chaise, pendant que donc l'arbitre fait dodo, de façon complètement ridicule et exagérée. Sacha et Becky s'en vont dans le public, au niveau des escaliers, bagarre de chiffonnière, disarmeur de Becky hein, à l'aide de la rampe d'escalier, Banks tape, mais évidemment ça compte pas, elles arrivent tout en haut des escaliers, ça part même en coulisses, bagarre au niveau de la buvette, hein, là on arrive exactement sur un copier-coller du match entre Braun Strowman et Bobby Lashley hein, à Extreme Rules, mais sauf que là le passage à la buvette dure 20 secondes, ça dure vraiment pas longtemps. On revient tout de suite déjà en haut des escaliers et on redescend progressivement vers le ring. À ce moment-là, il y a un fan qui essaie de toucher le cul de Sasha Banks hein, et qui rate son coup heureusement. Hein, c'est un peu dégueulasse. L'arbitre toujours KO, il fait dodo. C'est vraiment n'importe quoi. Il a juste pris un pauvre coup de chaise sur le bras. Même pas le dos, dans le bras, le coup était vraiment pas violent en plus, bon bref, c'est n'importe quoi. On revient donc dans le ring, Banks reprend une chaise, l'amène dans le ring, Becky contre le coup de chaise, et frappe alors Sasha Banks avec 4 coups de chaise, elle lui fracasse même la tête dessus, Becky porte alors un disarmeur sur la chaise, Banks tape, mais il y a toujours pas d'arbitre, il a même disparu, l'arbitre, hein, il est mort. Et ça ne compte pas tout ça, et 2 arbitres arrivent alors avec un officiel
que je n'avais pas souvenir d'avoir vu auparavant. Le public crie let them fight, mais ça semble terminé. On rend la ceinture à Becky, qui s'en va. L'annonceur annonce alors un DQ de Becky Lynch et donc victoire de Sasha Banks. Comme je l'avais dit, alors c'est ma deuxième erreur de la soirée, certes, j'avais donné la victoire de Sasha grâce à une intervention de Bayley, hein, une petite intervention, mais quand même une victoire clean quand même, petite intervention, mais quand même un abandon, un pin quand même réalisé au final, pour qu'on change de championne, qu'on passe à autre chose, mais qu'on ait quand même un rematch à Hell in a Cell. Mais que le match ne se finisse pas clean, c'est bien, il faut aller le faire aussi, c'est bien de le faire. Sasha qui gagne le match, hein, ce sont les pronostics, hein, les cotes étaient très serrées, donc la victoire de Sasha, elle était plausible, elle était même un petit peu favorite, donc qu'elle gagne par DQ, ça fait sens, et du coup, la revanche, on a appris que ça allait se faire, hein, puisqu'elles vont s'affronter à Hell in a Cell, mais cette fois-ci dans la cage, dans la structure de l'enfer. Cette fois-ci, ça a été accepté par Becky, hein, un défi lancé par Sasha. Becky qui a dit, je ne vais pas te combattre à Hell in a Cell. Non, je vais te détruire à Hell in a Cell. Voilà, donc le match est lancé, donc on va sûrement retrouver beaucoup de chaises. Donc explication, mais là, hein, Banks risque de l'emporter, hein, on verra, on refera les pronostics de toute façon, on en reparlera, mais je pense que Banks est bien parti pour l'emporter, d'autant plus que la draft se prépare, et à mon avis, je verrai bien Becky et Rollins partir, donc parce que c'est évidemment on sépare pas les couples, hein, la WWE, donc je verrai bien Becky et Rollins partir du côté de SmackDown pour le draft, et du coup Banks qui deviendrait la championne d'Euro. Voilà, pour moi ça aurait du sens. Le match, en tout cas, pour moi, était le meilleur de la soirée. Je lui ai donné une très bonne note de 3/3, 3,75, parce qu'il y a eu beaucoup d'intensité. Le public était investi, notamment sur les prises de soumission, hein, le bank statement, le disarmer. Le public était en feu, et ça aide bien. Ça aide bien dans l'intérêt qu'on peut porter au match et dans la qualité du match. Voilà, le seul truc que j'ai pas aimé, je vous l'ai dit, c'est l'arbitre qui dort 3 heures pour un pauvre coup de chaise de merde. Ça, c'est complètement over the top. Le meilleur match donc de la soirée pour moi, malgré donc cette merde avec l'arbitre, 3/4, c'était vraiment très qualitatif comme match. Match suivant, Kofi Orton pour le titre WWE, match de 21 minutes. Et oui, j'ai bien dit 21 minutes, ça aura été le match le plus long de la soirée. Le plus long de la soirée, et quand c'est Orton, ça sent jamais bon. Kofi qui est accueilli d'ailleurs par pas mal de sifflets, hein, c'est à noter, hein, on sent l'essoufflement, hein, de la Kofi Mania, ce qui est normal, hein, après tout ce temps. Pas mal de projections d'Orton, hein, donc sur Kofi, sur la table des commentateurs à plusieurs reprises, il l'écrase sur la barrière d'insécurité aussi. Le public est assez tiède, hein, envers Kofi, on entend même des huées entremêlées d'encouragement, hein, donc c'est un peu partagé. Comme on pouvait le craindre, le match est assez boring et flat, plusieurs tentatives de pin, de dégagement à chaque fois, hein, de l'un et de l'autre, hein, le combo d'Orton, un SOS de Kofi, un power slam d'Orton, et voilà, on se dégage à chaque fois. Dripping DDT quand même en préparation, Dripping DDT réussi par Orton, préparation du RKO, mais Kofi le contre. Il y a à ce moment-là un petit temps d'arrêt entre les deux hommes, là les deux qui sont debout, qui s'agrippent aux cordes, là on attend, ils sont un peu sonnés, et puis tout à coup, RKO pour surprendre Kofi, le tombé est fait, mais pied dans les cordes, qui sauve Kofi à ce moment-là. Orton prépare alors le punt kick qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais Kofi évite le punt kick et porte un Trouble in Paradise. Victoire de Kofi, clean. Terminé! Victoire de Kofi, sans surprise. Maintenant, Kofi retains, mais j'aurais aimé quelque chose une fin pas clean, quoi. Un peu comme le match d'avant, quoi. Comme le Becky Sacha, mais à partir du moment où ils ont fait la fin pas clean avant, ils allaient pas la refaire une deuxième fois de suite pour le Kofi Orton. Ça paraissait beaucoup de le faire. Donc du coup, ils ont opté pour la victoire clean. Donc pas de rematch, pas le 3 contre 3 de Hell in a Cell dans un winner's take all comme je l'avais pronostiqué. Et ben non, c'est terminé. C'est déjà terminé avec Orton et Kofi. Donc la PN, quoi, finalement. Voilà, Orton. Kofi aura gagné sa feud 10 ans après, celle où Kofi n'aura pas pu atteindre le plafond, n'aura pas pu éclater le plafond, et qu'Orton lui avait dit qu'il n'arriverait pas à le faire,
Et ben, finalement, bah, il est champion 10 ans après, et en plus, il arrive à battre Orton. Voilà, happy end, quoi. C'est tout. C'est tout, donc pas de match 3 à Hell in a Cell. Le match, très très long, très boring. Le style d'Orton habituel, qui n'aide pas, très méthodique, qui prend bien son temps. Et Kofi, on en a marre, quoi. Kofi champion, ça devient long, ça devient long. Et ce que j'avais écrit à ce moment-là, à part Lesnar, je ne vois pas qui pourrait lui prendre le titre à présent. Et bien effectivement, pas loupé, puisqu'à SmackDown, surprise, Lesnar vient interrompre Kofi et avec Paul Heyman, et donc le défi est lancé, et Kofi accepte. Match, non pas à Hell in a Cell, mais le 2 octobre, à SmackDown, pour le premier SmackDown Live, le vendredi soir, le 2 octobre sur la Fox. Et oui, un match de weekly pour Lesnar, ça n'avait pas eu lieu depuis des années, donc c'est quand même quelque chose d'historique, un match de Lesnar en weekly. Maintenant, je sais pas comment ils vont faire ça, comment ils vont booker ça, parce que le match, il va avoir lieu 2 jours, juste 2 jours avant Hell in a Cell. Donc le 4 octobre, 2 jours avant le Hell in a Cell, donc du 6 octobre. Donc je sais pas comment ils vont booker ça. Est-ce que ça va être un DQ, pardon, un no contest? Est-ce que Lesnar va détruire Kofi avant le match? Ce qui fait qu'il n'y aura pas vraiment de match au final. Et que du coup Lesnar n'aura toujours pas combattu dans un weekly au final. Enfin, n'aura pas combattu dans un weekly depuis des années, hein. Ça restera toujours comme ça. Peut-être qu'il n'y aura pas de match. Et que finalement on va avoir le vrai match à Hell in a Cell. Je sais pas comment ils vont faire. C'est très particulier d'avoir un match de championnat 2 jours avant. C'est ça qui est bizarre maintenant avec les SmackDown qui vont avoir lieu le vendredi soir. Forcément, hein, si on met des matchs de championnat 2 jours avant le pay-per-view, c'est très particulier. Hein. Donc on donne pas cher de la peau de Kofi. Là, je vois pas comment Lesnar ne gagnerait pas le titre. C'est le seul qui pour moi peut battre Kofi maintenant. Hein. Il a battu tout le monde. Donc je pense que Lesnar va faire le move. Là, il va être drafté à SmackDown et il va devenir champion. Alors on verra, on va voir si c'est sur la Fox ou si c'est sûr, ou si c'est à Hell in a Cell. On verra bien. Hein. On verra bien. Voilà, match boring. Je lui ai mis un petit 3 étoiles quand même pour la forme. Mais 21 minutes, il faut arrêter avec ça. Au moins, Kofi Orton, c'est terminé, c'est la bonne nouvelle. Parce que là, j'en avais ras le cul. Et Kofi champion, on a hâte que ça se termine. Vraiment hâte que ça se termine. Match suivant, Eric Rowan contre Roman Reigns. Match de 17 minutes quand même. 17 minutes. Là, on est dans les matchs longs. Hein, deuxième partie de soirée. Reigns qui attaque Rowan avant la cloche. Pas de round d'observation. Donc c'est une bagarre. Rowan qui frappe Reigns avec les escaliers, puis avec un kendo stick et même une poubelle. On est alors déjà dans le public. Reigns réagit avec un drive-by et prépare l'une des tables des commentateurs avant de se faire contrer par un gros coup de coude avec élan porté par Rowan. On a une longue phase alors de domination de Rowan qui demande même à Reigns de stay down, stay down. Le public réclame quant à lui des tables. Rowan impose un rythme assez lent. Il arrache une protection sur l'éperon du ring et projette Reigns dessus. Rowan amène ensuite des steel steps sur le ring. Il veut frapper Reigns avec, mais se fait contrer par un Samoan drop. Reigns arrive alors à frapper Rowan avec les steel steps, suivi d'un Superman punch, mais kick out de Rowan. Gros powerbomb ensuite de Rowan sur Roman Reigns sur la table des commentateurs. Il remonte Reigns dans le ring, mais dégagement quand même de Reigns. Coup de gong de Rowan. On est sur la Timekeeper Area, donc coup de gong de Rowan. On repart dans le public. Iron Claw de Rowan sur Reigns, donc sur la table, sur une petite table là qui s'écroule. Il porte alors Reigns sur ses épaules, il l'emmène jusqu'au stage, hein, au niveau de l'entrée du ring. Il prend alors la grue de caméra, hein, pour une redite de ce qui s'était passé à SmackDown. Donc il prend la grue, mais Reigns réagit et il porte un espèce de coup là, une espèce de bâton là sur Rowan, et il lui porte cette fois-ci le coup de grue, donc sur Rowan, donc la caméra grue sur Rowan à 2 reprises même, et il prend son élan, il porte un Superman punch sur Rowan. Rowan roule alors complètement sur la rampe, il retombe de l'autre côté, donc près du ring. Reigns s'élance alors pour un gros spear avec une grosse prise d'élan. Et c'est là que, from out of nowhere, qui arrive pour porter un big boot à Reigns? Harper! Luke Harper! Arrive avec un big boot! From out of nowhere! On est sur une attaque à 2 sur Reigns! Iron Claw au milieu du ring, et victoire de Rowan! Rowan qui s'impose grâce à Harper. Et bien voilà, mon pronostic, j'avais raison de dire
que à partir du moment où on ajoute une stipulation no disqualification match, c'est que ça sentait pas bon, ça sentait le twist, ça sentait la victoire de Rowan à plein nez. Alors certes, il y avait plus de chances pour que ce soit Bryan qui intervienne pour le twist, plutôt qu'Harper, mais Harper, disons que c'était la deuxième solution, hein, la moins probable des deux par rapport à Bryan, mais c'était la solution aussi, de possibilité. Je l'avais cité. Je suis pas très étonné. J'avais lu dans les news d'ailleurs qu'il avait été très très protégé, Harper. Il l'avait bien caché, hein, jusqu'au vraiment pour faire la grosse surprise. Donc ça c'est bien. Bon, je l'ai trouvé un peu maigrichon au niveau des bras. Hein, faudrait qu'il se remuscle un peu là, Harper, parce que là par rapport à Rowan, hein, il fait un peu maigrichon. C'est ça que j'ai un peu trouvé dommage. Maintenant je suis content parce que Harper c'est un super catcheur, très sous-estimé, donc on risque de retrouver donc, du coup la team, alors pas les Bludgeon Brothers parce que c'était une gimmick en elle-même, donc on va pas retrouver les gourdins, donc c'est pas les Bludgeon Brothers, mais Harper et Rowan, en mode métalleux on va dire, avec une tenue de métal, mais c'était bien. Cette fin, ce twist, il le fallait. C'est ce que j'avais dit dans ma vidéo pronostic. Ça manque d'un twist, cette storyline. On le sait que la storyline est ratée, quoi qu'il en soit, mais il fallait un twist. Ça pouvait pas même si Rowan avait dit bon bah j'ai agi tout seul, j'ai pas besoin de quelqu'un derrière moi, j'en ai marre qu'on me manque de respect, hein, c'est ce qu'il a dit, hein. Il a fait une interview auprès de Michael Cole, hein, donc le méga push, hein, quand même, grosse victoire, la plus grosse victoire de sa carrière sur Roman Reigns quand même, le top face de la compagnie, le visage de la compagnie. Interview de Michael Cole à SmackDown, donc il en a marre qu'on lui manque de respect, donc c'est du classique. Il a agi tout seul. Par contre, bon, ça n'explique pas le coup du forklift, hein, du chariot élévateur qui était tombé sur Reigns, plus les caisses que Rowan avait poussé, parce que Rowan a poussé les caisses, mais on sait toujours pas qui a poussé le chariot élévateur, donc on peut se dire logiquement que c'était Harper, mais on nous l'a jamais montré, on n'en sait rien finalement, hein. Le coup du chariot élévateur, c'est un fantôme, c'est un fantôme qui l'a poussé, hein, on va dire ça comme ça, mais bon, la storyline de toute façon elle est ratée. L'avantage donc c'est que ça peut faire une tag team heel supplémentaire pour SmackDown, qui en a bien besoin à ce moment. Si on pousse les revivals du côté de SmackDown, si on les draft là-bas, si on reforme Harper et Rowan, voilà, ça va faire du bien. Ça va faire du bien à la division tag team de SmackDown. Donc ça, c'est une bonne chose. Et pourquoi pas à Nakamura avec Zayn plus tard. Voilà, on respire. Potentiellement, on retrouve un peu plus de tag team avec les Heavy Machinery, les New Day. Voilà, là, on commence à avoir une division tag team. Enfin, du côté de SmackDown. Bref, le match, 2 étoiles 75. Voilà, un petit brawl sympatoche. On a utilisé les Steel Steps. On a utilisé les kendo sticks, les coups de poubelle. On a frappé sur la table, on a utilisé la grue, on a utilisé un petit bâton là de la part de Reigns là. Bref, on a utilisé des armes. Donc voilà, il y a eu des choses. Et on a eu le petit twist de fin. C'était trop facile la victoire de Reigns. Il était méga favori, hein. Donc je suis content parce que malgré les cotes ultra favorables à Reigns, j'ai tenu bon et j'ai joué la logique. C'est pour ça qu'il faut écouter celui Perfect 10, parce que il faut essayer de comprendre les storylines et de savoir la logique des choses. Quand on place un ODQ qui n'était pas prévu et qu'on ajoute ces stipulations, on peut se dire qu'il va y avoir quelque chose qui va finalement favoriser Rowan. Donc je suis content d'avoir tenu bon sur ce pronostic. Le match, pas folichon, c'était un petit brawl entre big men et une victoire donc vraiment très importante pour Rowan, hein, dans sa carrière. Et je ne peux que déplorer la blessure longue durée de Lars Sullivan, qui aurait sûrement dû bénéficier de ce spot à la place de Rowan. Ça, c'est ma conviction personnelle. Et on termine avec le main event, sans surprise, le Rollins contre Braun. Donc les deux auront fait l'opener et ils auront clôturé le show. Match de 11 minutes. Braun qui se dégage à 1 d'un frog splash de Rollins, là, direct. Et puis prend l'avantage directement et provoque Rollins même avec des "Come on Seth, you're tougher than this". Voilà, Braun qui s'élance pour un gros coup de bélier, esquive de Rollins, Braun finit par-dessus la table des commentateurs, Rollins fait alors 2 topés suicidas sur Braun, qui renverse la table des commentateurs, Braun allongé sur une autre table ensuite, suite à un super kick, du coup Rollins monte sur la 3ème corde, il veut plonger sur la table, mais Braun l'en empêche, et du coup il arrive même à faire un propre splash de la 3ème corde sur Rollins, hein, il a failli se casser la gueule d'ailleurs, hein, j'ai eu peur qu'il perde l'équilibre. Il fait le splash, mais en retombant il vend une blessure au genou,
à la réception, sleeper hold de Rollins, donc prise du sommeil, dégagement de Braun, curb stomp, dégagement à 1 de Braun, étonnement de Rollins. Du coup, Rollins porte un deuxième kick-out, un deuxième curb stomp, pardon, kick-out à 2, cette fois-ci. Rollins n'en revient pas. Troisième curb stomp. Alors cette fois-ci, est-ce qu'il va tenir jusqu'à 3? Eh ben non, kick-out à 2,5. Braun n'arrive pas à ce moment-là. Il essaie de porter son running power slam, mais comme il s'est blessé au genou, en tout cas in kayfabe, bien sûr, pardon, il a worké, il work cette blessure au genou qui ne l'empêche de porter son running power slam, du coup il s'écroule, pedigree porté par Rollins, suivi d'un 4e curb stomp, et cette fois-ci Braun ne s'en relèvera pas, victoire de Rollins, pas de surprise malheureusement pour le pauvre Braun. Rollins conserve son titre, et alors l'avantage c'est que Braun il aura quand même été respecté par rapport en montrant quand même la difficulté qu'il faut pour le battre clean, 4 curb stomp quand même, et un pedigree en plus. Mais comme je vous le disais, il échoue encore et encore à 2 doigts du bol de sangria. C'est triste pour lui alors qu'il est beaucoup plus over que Rollins, qui n'est pas convaincant en babyface. Braun, il fédère depuis des années maintenant, il fédère, mais on ne veut pas le récompenser. Ça m'énerve, et c'est toujours, c'est pas le monster among men, c'est le loser among men. Je suis désolé. Donc je sais pas s'ils vont le basculer du côté de SmackDown pour histoire de passer un peu à autre chose. Maintenant avec Lars Sullivan du côté de SmackDown, va faire 2 big men, à moins qu'on switch et qu'on passe Lars à Raw. Maintenant j'aimerais bien aussi avoir ce colossal match, ce Clash of Titans, pas le Clash of Champions mais le Clash of Titans, le choc des titans entre Lars et Braun. Il va bien falloir que ça arrive un jour, on verra bien. Mais ça sera pas avant 2020 puisque on ne reverra pas Lars avant 2020. Mais voilà, c'est triste pour Braun, on sait pas quoi faire de lui. Donc c'était un peu le challenger de transition au final. Alors peut-être qu'il aura une chance face à AJ Styles pour le titre US, comme je l'avais éventuellement, évoqué pour Hell in a Cell, puisque AJ Styles n'a pas d'adversaire. Il avait déjà un peu teasé le truc en soulevant la ceinture en weekly, donc peut-être que ce sera Braun. Surtout qu'Alexander maintenant c'est mort. Peut-être Mysterio, peut-être Ricochet, on verra bien. La note, 3 étoiles. Un match potable. Match de mini-event, très, très potable, on va dire, pas extraordinaire, potable. J'ai surtout apprécié, on va dire, sur la fin, un peu comme les Revival New Day, en fait, la fin qui était bien construite et intelligente. Et là, j'ai bien aimé la graduation finale. C'est-à-dire, pour mettre à terre Braun, ça a été proportionnel, c'est-à-dire que le temps de dégagement de Braun s'allongeait au fil des curb stomp. Donc kick out à 1 sur le premier curb stomp, kick out à 2 sur le deuxième curb stomp, kick out à 2,5 sur le troisième curb stomp, et puis finalement 4e curb stomp terminé. Ça, j'ai trouvé ça plutôt intelligent comme progression, et puis ça permet de montrer que voilà, quand même pour battre Braun, il faut y aller quand même, il faut y aller. Du coup, Rollins devient Beast Slayer et maintenant Monster Slayer. Va-t-il devenir autre chose? Et oui, pourquoi autre chose? Pourquoi je dis ça? Parce que évidemment, vous l'avez vu, cette fin un peu à la takeover, parce qu'ils ne font pas ça en général en main roster. Mais là, ils nous ont fait une fin à la takeover qui fait plaisir, puisque au moment où on voit les crédits, où le show allait se terminer, où on voit la célébration de Rollins avec la ceinture, eh bien la lumière s'éteint, le public est en feu. Attaque du Fiend qui était derrière le dos. Derrière le dos de Rollins. Juste au moment où on croyait que le pay-per-view allait se terminer. Sister Abigail et Mandible Claw sur Rollins. Avec voilà beaucoup de flash. Donc on voit quand même ce qui se passe. Des effets de lumière. Un joli effet. Le match est donc lancé pour Hell in a Cell. Ça aura été confirmé d'ailleurs à Raw, avec un petit segment avec Rollins sur le ring, et un Firefly Funhouse un peu en live, avec une petite interaction même avec le lapin, et du coup Braun qui lance un défi à Hell in a Cell dans un Hell in a Cell match avec Rollins. Donc ça c'est officiel, c'est comme prévu, ça avait été rumorisé si je puis dire, ça avait été dans les rumeurs, et ce match va bel et bien avoir lieu. Pour Rollins ça sent vraiment pas bon, évidemment. Je me demande comment ils vont faire pour ne pas faire gagner le Fiend. Ça paraîtrait incroyable, on verra bien, on en reparlera. En tout cas, il veut encadrer Rollins parmi ses victimes, Foley, Lawler, Angle, voilà, tous ces anciens,
Et il l'aura fait sur Kane aussi, on l'a vu, hein, puisqu'on est évidemment du côté de Knox County, donc près banlieue de Knoxville, le Knox County dont Kane est le maire, vous le savez, Glenn Jacobs, dans son vrai nom, et il était intervenu en Kane pour faire place nette sur le ring, mais du coup, le Finn est arrivé par derrière. Du coup Mandible Claw sur Kane et le Finn qui se rapproche de la tête de Rollins hein, pour lui faire peur un peu. Voilà comment s'est terminé l'Euro, et donc voilà comment se termine aussi Clash of Champions, finalement deux fins un peu similaires avec le Finn et avec Rollins. Donc on risque de voir pas mal de Firefly Funhouse dans les Raw à venir. Il n'y en aura pas beaucoup de toute façon d'ici Hell in a Cell, puisque c'est déjà dans 2 semaines. Donc le match est lancé. Maintenant, est-ce que cette fin spectaculaire suffit à sauver ce pay-per-view? Franchement non. Franchement non. C'est l'heure du bilan. C'est l'heure du bilan de ce show. Globalement, j'ai pas été hyper embarqué par ce show. Je l'ai trouvé assez plat. Vraiment pas mal de matchs plats. Beaucoup de matchs de 10 minutes au début. Hein, assez plat, assez classique, weekly, des fins de merde, hein, notamment le Bayley Charlotte. Nakamura le Miz. Voilà, c'est des matchs de fin de merde, des fins de match de merde. Et puis on fait des matchs courts au début pour garder plus de temps pour les matchs importants de deuxième partie de show. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont voulu faire les choses. Mais les matchs étaient pas terribles. Le Kofi Orton beaucoup trop long et beaucoup trop chiant. Même le Rowan Reigns, c'est aussi un peu chiant globalement. Heureusement qu'il y a eu le twist. Et puis deux trois trucs sur les tables, 2-3 spots. Mais c'était pas folichon. L'attaque du Fiend, oui voilà, bon bah tant mieux, mais ça sauve pas un pay-per-view ça. En plus voilà, bah, on peut dire que si t'es pas un fan, si t'es un fan de gros work rate, bah faut pas regarder ce show. Je vous conseille pas de regarder ce show si vous êtes fan de gros work rate. D'autant que le AJ Styles Alexander, qui était le gros match work rate, au gros work rate potentiel, bah il a eu lieu quand au kick-off, il a été torché. Donc du coup, bah il y a plus rien quoi. Le retour de Harper, c'est cool, mais c'est pas le comeback du siècle non plus. The Fiend, c'était forcément attendu, et l'effet est plutôt pas mal foutu, mais c'est pas avec ça que je vais en tirer un bilan positif. Donc très clairement, Coq ne sera pas le pay-per-view de l'année, ça c'est clair. Je lui donne la note de 5,75 sur 10, 5,75 sur 10, à peine 6 pour ce show moyen, très moyennasse. 2 changements de titres sur 10, hein, les deux titres par équipe au final, c'est pas beaucoup, hein. C'est peu sur 9 matchs, sur 10 matchs pardon, puisque le 11e n'est pas un match pour les titres. Et donc voilà, un show qui restera pas dans les annales. Très moyen et assez décevant parce qu'il y avait quand même de belles affiches sur le papier, mais on voit qu'il y a quand même des matchs qui ont servi à déjà builder le Hell in a Cell, notamment les matchs féminins qui n'auront pas eu d'interaction. Il faut noter qu'il n'y a pas eu d'interaction dans les matchs, hein. Pas eu de chassé croisé, hein. Même le Kofi Orton n'a pas eu d'interaction avec le New Day Revival, tout comme le Bayley Charlotte n'a pas eu d'interaction avec le Becky Banks. Rien entre les 4, hein. Ou entre les 4 filles, et rien entre les New Day et le FTRKO. On est resté chacun dans son coin. Donc c'est pour ça que c'était pas facile à faire les pronostics, parce qu'il pouvait y avoir des croisements, et ils n'ont pas fait de croisement au final. Par contre, le fait qu'il y ait des fins pas clean, je vous l'avais dit, c'était à prévoir pour le Hell in a Cell, notamment le Becky Banks, on pouvait s'y attendre. Voir le Charlotte Bayley, voilà, du coup le New Day Revival éventuellement aussi, ou Kofi Orton, bon ça ils l'ont pas fait, du coup il terminé, bon c'est dommage pour le FTRKO qui risque déjà d'être mort. Voilà pour le bilan de ce show. J'espère que ça vous aura plu, malgré je pense toutes les vidéos results qui ont déjà eu lieu cette semaine. Ça fait une longue review de près d'1 heure, je sais, j'en suis désolé, mais il y avait beaucoup de choses à dire, et puis il y avait aussi les retombées des weekly, hein. Il se passe beaucoup de choses, et puis il va y avoir la draft les 11 et 14 octobre, il va y avoir la Fox, et puis on va enfin en terminer avec la wildcard rule. Il est vraiment grand temps, et on va y voir beaucoup plus clair au niveau des storylines, et c'est pas plus mal comme ça. Voilà, on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, un bon dimanche, reposez-vous bien, et continuez d'apprécier le catch. Abonnez-vous à ma chaîne, likez au plus grand nombre, c'est très important pour ma visibilité, vous le savez, hein. Sinon j'arrête, hein, je peux arrêter du jour au lendemain,
Hein, c'est pas des menaces, mais c'est juste la réalité, parce que c'est fatigant. J'ai failli pas la faire cette vidéo, parce que une semaine d'attente, avec le boulot, je savais que j'avais un peu la flemme de la faire cette vidéo, mais la passion est toujours là. Donc tant qu'il y a la passion, tant que j'ai envie de faire partager ma passion et de vous donner mes réactions, eh ben, je vais continuer à le faire. Mais pour cela, il faut que vous me regardiez, que vous me likez. Voilà, fin de la parenthèse, passez un bon week-end, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch et zéro miedo. Ciao à tous.